Alors, à partir de ces 3 rayons, on va pouvoir faire la construction graphique d'une image. Alors, là, vous avez un cas, par exemple, hein, une expérience qu'on peut faire, enfin, de toute façon, vous ferez en TP l'équivalent. Je mets une bougie, je mets une loupe, et sur l'écran, sur un écran qu'il faut placer quelque part, j'ai une image qui va se former. Alors déjà, vous constatez que cette image, elle est à l'envers, hein. Elle va se former à l'envers. Et donc là, j'ai un objet que je vais placer. Donc là, on va pouvoir compléter déjà le début du texte. Donc lorsqu'on place un objet devant une lentille, les rayons venant de cet objet, traversant la lentille, vont former une image. Et pour obtenir une image nette, il faut placer un écran exactement à l'endroit où va se former cette image. Donc on a une image qui est quelque part dans l'air et il faut absolument la capter en posant l'écran à l'endroit où se forme cette image. Sinon, en fait, si je mets l'écran un peu plus devant ou un peu après, l'image que j'aurai ne sera pas nette parce que l'image d'un point ne sera pas un point précis, ce sera une tâche. Donc toutes ces tâches vont se superposer et ça fera une image floue. Donc là, vous voyez tous les rayons qui partent d'un objet. Alors, on va faire la construction d'objets relativement simples. Donc déjà, je vais prendre, vous voyez la bougie, c'est juste un trait, un segment AB. Alors, on va prendre un objet qui va être perpendiculaire à l'axe optique. Donc vous voyez que l'objet AB, là, il est perpendiculaire à cet axe optique ici. Et si l'objet AB est perpendiculaire, alors on peut démontrer que l'image A'B' sera aussi perpendiculaire à l'axe optique. Alors, la construction, elle, va nous permettre de trouver où se trouve le point B' qui sera l'image de B. C'est-à-dire que là, vous avez un point et on va faire partir des rayons de ce point, passant par O, passant par F, pas bien réussi le O là, parallèle à l'axe optique, et tout ça va nous permettre de savoir où est B'. Donc B', ben, en général, il va être ici. Si je prolonge, il va être en dessous. Donc, ce qui fait que je vais avoir une image qui va être renversée. Donc, je peux trouver l'image de B'. Alors, avec ces 3 rayons, je ne peux pas trouver l'image de A. Parce qu'un rayon qui passe par A, ben, il passe par le centre optique, donc il est sur l'axe optique. Donc, il est quelque part sur l'axe optique, mais ça ne me dit pas où exactement. Mais de toute façon, je n'ai pas besoin de savoir, de construire l'image de A, parce que dès que j'ai B', eh ben, banco, j'ai ce qu'il faut. Parce que ici, il suffit de faire, hop, de mettre la règle, enfin plutôt l'équerre, les carreaux hein, du cahier, et on trace la projection orthogonale, c'est-à-dire on se met à la perpendiculaire, et ben, la perpendiculaire, j'ai forcément A' qui est ici. Donc, de mon objet, pardon, la bougie, je ne vais pas prendre tous les points, hein, j'ai pas fini. Donc je vais prendre le point qui est tout au bout, le point qui est A, qui est sur l'axe optique, et je vais tracer l'image de B, l'image de B, et comme ça j'aurai la taille de l'image que je vais avoir sur l'écran. Donc on réalise cette construction, donc l'image de B, à partir des 3 rayons particuliers qu'on a vus. Donc l'image B' se trouve à l'intersection de ces 3 rayons. Alors pour trouver B', je n'ai besoin que de 2 rayons, hein. Vous voyez que là j'en ai tracé que 2. Mais en fait on voit que les 3 rayons vont tous les 3 se croiser au même endroit. Donc 2 rayons suffisent, hein, mais souvent on en trace 3. Et le point A' sera sur l'axe optique à la perpendiculaire de B'. Donc une fois qu'on a B', ben, on a A', hein, en se mettant à la perpendiculaire, tout simplement. Donc, application de tout ça sur des exemples. Alors, on va voir ça sur un exemple. Donc là, on va souvent faire ces tracés géométriques d'images, soit sur du papier millimétré, soit en utilisant les carreaux du cahier, d'une feuille, parce que ça nous aide tout simplement à tracer des parallèles. Et en plus, on va faire des mesures derrière. Donc, ça peut faciliter avec du papier millimétré. Donc là, vous voyez que j'ai représenté mon objet AB par une flèche qui est dirigée vers le haut. Alors pourquoi j'utilise une flèche? Tout simplement pour repérer le sens que va avoir mon objet. Alors vous avez vu ou vous allez voir en TP hein, que le F sur l'écran, il est à l'envers. Et si je représente mon objet juste par un trait AB, ben, quand je trace son image, j'aurai aussi un segment, je ne saurai pas s'il est à l'endroit ou à l'envers. Donc ça nous facilite. Donc il faut absolument hein, faire cette petite
flèche ici, ça permet d'orienter l'objet, de savoir dans quel sens il est. Donc on va tracer tous les rayons qui partent de B. Hein, je vous rappelle que de A, c'est pas la peine, ça va pas nous donner l'image de A. Donc les 3 rayons, alors je commence par le premier rayon, il part de B, il passe par le centre optique et il n'est pas dévié, donc il va tout droit. Alors n'oubliez pas de faire les petites flèches avant et après. Alors deuxième trait, celui qui est parallèle à l'axe optique. Donc rappelez-vous, ce rayon doit sortir en passant par F'. Donc les petites flèches avant et après. Alors là j'ai mis des couleurs différentes, on peut en évaluation vous tracez au crayon gris, il n'y a pas besoin de mettre des couleurs différentes, hein, c'est juste pour mieux représenter ces rayons. Donc vous voyez que les rayons se croisent déjà. Donc j'ai déjà pas besoin normalement d'utiliser un troisième rayon. Alors on va quand même le tracer pour représenter. Donc le rayon qui passe par F, normalement, doit se croiser au même endroit. Alors vous voyez que bon, ça a ses limites, parce que construction géométrique, peut-être si vous avez fait en même temps que moi sur votre feuille, vous, ça marche pas. Parce que tout simplement, ça va être précis à quelques dixièmes de millimètre, et si ici on ne fait pas passer exactement, parfaitement par F, et ben on va tout de suite avoir un décalage qui va être énorme du côté de l'autre côté de la lentille. Donc, je vais vous indiquer une méthode pour tricher un petit peu, hein, pour que ce troisième rayon passe forcément. Et bien, tout simplement, quand vous avez déjà les 2 premiers rayons, pour tracer le troisième rayon en rouge, ben, on va faire l'inverse. Alors c'est un petit peu de la triche, mais ça marche très très bien. Donc c'est-à-dire que vous allez tracer un rayon qui passe par l'intersection, là que vous avez déjà repéré, et qui est parallèle à l'axe optique. Donc vous allez dans ce sens-là, hop, hein, évidemment au bon endroit. Et ici, donc, vous voyez que le rayon va se croiser ici. Et bien là, vous allez placer votre règle entre ce point-là et B. Et vous allez voir que comme par magie, la règle va passer par F, à peu près. Et hop, vous pouvez tracer votre trait entre B et ce point-là, ici. Et votre troisième rayon, il va parfaitement coller à l'intersection des 2 premiers rayons. C'est une petite astuce qui permet d'être sûr que le troisième rayon passe bien par ce qu'il faut. Alors ici, on peut dessiner. Donc là, c'est l'image B. Donc ça veut dire que B, il est en dessous. Et B', il est en dessous, pardon, de l'axe optique. Et A', il est forcément sur l'axe optique. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir AB vers le haut, là, je vais avoir A', B' vers le bas. Donc l'image est inversée. Donc après, il faut bien ne pas oublier de mettre les 2 lettres. Le B', il est un petit peu caché là, de mon image, hein, A' et B'. Donc pour A', j'ai juste fait à la perpendiculaire, hein, sur l'axe optique. Alors, ce qu'on constate quand on a ce cas-là pour une lentille mince convergente. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que l'image A'B' qu'on obtient, déjà, elle est renversée. Ça veut dire qu'elle est à l'envers. Donc c'est le mot qu'on utilise. Renversée. Ensuite, on dit qu'elle est réelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est située après la lentille. Alors, vous allez me dire comment elle peut être avant. Eh bien oui, il y a des cas où l'image peut être de l'autre côté, hein, et dans ces cas-là, on n'aura pas une image réelle. Alors, aussi, pour la qualifier, on peut dire que tout simplement, elle est observable sur un écran. Donc, elle est vraie, cette image. Je peux la voir. Et je place un écran en A'B'. Hein, vous placez un écran exactement à cet endroit-là et vous allez observer l'image. Donc, elle est réelle. Alors, des fois, on a des images qui ne sont pas observables sur un écran. Vous avez vu en TP qu'il y a un cas où ça ne marche pas. Alors, en fait, on a une image, mais elle est ce qu'on appelle virtuelle. Et elle est du même côté que l'objet. Donc, on ne peut pas l'observer directement sur un écran. Donc, dans ces cas-là, il faut utiliser une deuxième lentille pour ramener l'image sur un écran. Donc, ce cas-là, on ne va pas on va pas étudier la construction géométrique, hein, parce que ce sera au programme l'année prochaine, en première spécialité. Alors, ce qu'on peut constater aussi, c'est que ça vous l'avez observé en TP, hein, plus un objet se rapproche de la lentille, plus son image va être grande et du coup va s'éloigner également de la lentille. Donc vous avez une petite illustration en dessous, un document. Donc ici, j'ai un objet qui est loin de la lentille. Donc on voit que l'objet AB est loin et l'image, elle est assez proche et elle est toute petite. Tandis que quand je rapproche l'objet AB de la lentille,
et bien l'image, elle, s'éloigne. Vous voyez que la distance F'A', elle est plus grande que de l'autre côté. Là, c'est plus grand que là. Et en plus, vous avez l'image qui grandit. Donc l'image qui est plus grande et plus éloignée de la lentille que dans le cas précédent. Alors ici, vous avez un petit exercice donc, que vous pouvez mettre en pause et essayer de le faire. Hein. C'est un entraînement sur tout ce qu'on vient de voir. Alors, pour faire cet exercice, donc on dispose d'une lentille convergente, donc elle est déjà dessinée. On place un objet noté AB à gauche de la lentille. Hein, ça, c'est des habitudes qu'on a de lecture, hein, en ligne gauche à droite, donc on met l'objet en premier. Tel que A, alors ça, il y a évidemment des cas où ça peut être l'inverse. Hein, il faut bien lire la consigne à chaque fois de où placer l'objet. Donc tel que A, donc A qui est sur l'axe optique, doit être à 8 cm de haut sur l'axe optique, et B au-dessus de cet axe à 3 cm. Donc déjà, je vais placer le point A, donc 8 cm. Alors ici, vous avez une échelle, un carreau, c'est 1 cm. Donc 8 cm, c'est 8 carreaux. Donc à partir de haut, ça veut dire qu'il faut compter 8 carreaux à partir de là. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc le point A va être sur l'axe optique, ici. Et le point B est 3 cm au-dessus de cet axe, donc 3 carreaux. Donc le point B, il va être là. Donc la première chose à faire, c'est de tracer l'objet AB, avec la flèche qui monte vers le haut. D'ailleurs, c'est la première question, tracer l'objet AB. Une fois que vous avez l'objet, évidemment, on va construire l'image A'B' de cet objet. Alors pour ça, les trois rayons comme d'habitude. Donc le rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié, n'oubliez pas les petites flèches. Le rayon qui est parallèle à l'axe optique qui ressort en passant par F'. Et n'oubliez pas la petite astuce, hein, vous passez un rayon directement ici, hein, à cet endroit-là. Voilà, vous le faites à la parallèle de l'axe optique et il va tomber à peu près là. Et là, vous placez votre règle entre ce point et B, et comme par hasard, cette droite va passer par F. Enfin, moi, dans l'animation, je l'ai fait dans l'ordre, hein, bien sûr. Voilà, d'ailleurs, vous remarquez que si j'essaie de respecter, bon, le point de croisement, bof, hein, ça se croise pas hyper bien. Donc là, j'ai A'B'. Voilà, n'oubliez pas non plus de dessiner l'image et les petites lettres A'B', B'. Voilà, ce genre de construction qu'il faut absolument savoir faire parce que vous êtes sûr d'en avoir à faire en DS. Et je dirais que pour tous les élèves qui feront spécialité l'année prochaine, pareil, il faut savoir cette construction puisque c'est la base d'un chapitre sur les lentilles qui va reprendre les connaissances de seconde. Alors maintenant, on va voir, je ne vais pas dire un calcul, mais une grandeur qu'on peut utiliser, qui se calcule, qui s'appelle le grandissement. Alors il est assez logique, hein, le grandissement. On comprend bien que l'image peut être plus grande que l'objet. Donc la question, c'est de combien mon objet est grandi. Hein, est-ce que je le vois 2 fois plus gros, 3 fois plus gros, 4 fois et demi plus gros? Donc ce 4 fois et demi, 4,5, ça va être ce qu'on appelle le grandissement. Donc on va tout simplement le calculer en mesurant les tailles de l'objet et de l'image et en faisant la taille de l'image divisée par la taille de l'objet. Alors déjà sa notation, ce grandissement, on va utiliser la lettre G, mais dans l'alphabet grec, qui se note gamma. Alors ce gamma, c'est une sorte de petit ruban croisé comme ça, hein, et ça c'est la lettre gamma. Alors il est égal au rapport, donc à la division, entre la taille de l'image A'B' et la taille de l'objet AB. Donc imaginons qu'un objet fasse 2 cm et que l'image fasse 6 cm. De 2 à 6, ça a été multiplié par 3. Donc ça veut dire que mon image est 3 fois plus grande. Et ce 3, je l'obtiens en faisant 6 cm divisé par 2 cm, c'est-à-dire la taille de l'image divisée par la taille de l'objet. Alors, comme je divise deux tailles ensemble, centimètre divisé par centimètre, et bien ça s'annule, donc il n'y a pas d'unité pour le grandissement. Donc on donne, le grandissement vaut 3. Gamma égale 3, point. On ne rajoute rien d'autre. Donc gamma, ça va être égal à A'B', donc taille de l'image, divisé par AB, taille de l'objet. Alors on va démontrer juste après, hein, c'est tout simple, que c'est aussi égal à OA' divisé par OA.
Donc OA', c'est la distance entre le centre optique et l'écran, donc sur l'axe optique, et OA, c'est la distance entre le centre optique et l'objet. Donc après, c'est ce qu'on mesure, hein. Sur le banc d'optique, on va faire ces mesures entre l'objet, l'écran et l'image qui est sur, l'objet, la lentille, et la lentille, l'écran. Donc les distances doivent être dans la même unité. Donc soit des mètres pour tous les deux, soit des centimètres pour tous les deux. C'est pas forcément utile, si les distances sont en centimètres, de les convertir en mètres. Si elles sont toutes les deux en centimètres, eh bien, on les laisse en centimètres, hein. C'est pas la peine de faire de conversion. Alors, il y a deux cas pour comparer la taille de l'image et de l'objet. Déjà, si gamma est supérieur à 1. Alors dans ces cas-là, ça veut dire que, par exemple, je vais avoir mon cas de tout à l'heure, 6 cm d'image par rapport à 2 cm d'objet. Donc ça veut dire que l'image est plus grande que l'objet. Donc j'ai grossi mon image, hein, j'ai grandi mon image, pardon. Et par contre, si gamma est inférieur à 1, à ce moment-là, l'image, c'est l'inverse, est plus petite que l'objet. Je peux très bien faire une image de 0,5 cm à partir d'un objet de 2 cm. Donc dans ces cas-là, j'ai rapetissé l'image. Alors, comment on démontre l'égalité qu'on a montrée tout à l'heure? Tout simplement avec un célèbre théorème, ça doit vous rappeler des souvenirs de collège. Hein, quand on a deux triangles comme ça, en fait, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Thalès, voilà, qui permet de montrer cette relation de grandissement. Donc là, quand vous avez deux triangles assurés, on peut écrire que OA', qui est ici, divisé par OA, c'est égal à A'B' divisé par AB. Alors c'est aussi égal à OB' divisé par OB, mais en général ces distances, on ne les mesure pas, elles ne nous intéressent pas. Donc on retrouve la relation du grandissement. Alors évidemment, le théorème de Thalès nous dit aussi qu'on pourrait écrire que OA sur OA' est égal à AB sur AB', hein, dans l'autre sens. Mais ça, c'est pas égal au grandissement. Hein, le grandissement, il est bien égal avec tous les primes qui sont au-dessus. D'accord? Donc il faut faire attention à bien les placer où il faut. Alors là, il y a un petit exemple d'application. Donc on a l'image d'un objet situé à une distance OA de 15 cm. Donc il va former une image qui va être à 30 cm de l'écran. Donc il faut calculer le grandissement de la lentille. Donc on applique tout simplement la formule. Voilà, je vous rappelle qu'il faut réécrire la formule toujours avant de faire un calcul. Gamma égale OA' sur OA. Donc égale 30 sur 15, donc 2. Et là j'ai mis 2,00, c'est par rapport aux chiffres significatifs que j'ai ici, hein. J'ai 3 chiffres. Donc là j'écris ça avec 3 chiffres. Mais surtout vous remarquez que je ne mets pas d'unité, ça n'est pas des centimètres, c'est 2 points. Hein, donc ça veut dire que l'image a été grandie 2 fois, elle est 2 fois plus grande que l'objet. Alors vous voyez que je trouve ce grandissement à partir des distances entre l'objet et la lentille et l'écran. Pas forcément la taille, j'ai pas besoin de mesurer, je sais que ce sera dans les mêmes proportions. Donc ici la conclusion, hein, l'image est donc 2 fois plus grande que l'objet. Alors on a une dernière partie sur l'œil et sa modélisation, donc là on va aller assez vite dessus, hein. Donc l'œil humain, si on regarde d'un point de vue anatomique, hein, SVT, donc c'est un globe pratiquement sphérique d'environ 25 mm de diamètre, hein. Quasiment tout le monde a la même taille d'œil à l'intérieur si on retire l'œil et qu'on mesure. Donc c'est une sphère. Et si on fait un schéma en coupe, il y a plusieurs choses que la lumière va traverser. Donc la lumière, quand elle arrive, ici, hein, qu'est-ce qu'elle va traverser en premier? Alors elle va traverser la cornée. Donc la cornée, c'est le premier truc qui est en contact avec l'air en fait, hein, de votre œil. C'est tout simplement quand vous mettez le doigt dans l'œil, vous touchez votre cornée en fait. Donc ça c'est la première chose, c'est la cornée. Ensuite, derrière la cornée, vous avez une sorte de gel qui est ici, hein, de gel aqueux, qui va s'appeler l'humeur aqueuse. Donc qui est très proche de l'eau au niveau indice de réfraction. Alors ensuite, vous avez le cristallin. Alors le cristallin, il y a une propriété très importante,
qui va nous servir en optique. Alors vous voyez que sa forme, ça doit vous faire penser à quelque chose, hein, ça ressemble à une lentille. Donc ça va être un petit peu la lentille à l'intérieur de l'œil. Donc on appelle ça le cristallin. Et ensuite, tout l'intérieur de l'œil, là, c'est une autre sorte de gel un peu aqueux qui s'appelle l'humeur vitrée. Voilà. Et donc là, la lumière, quand elle arrive, elle va traverser tout ça. C'est-à-dire que elle va arriver ici, elle traverse la cornée, elle traverse l'humeur aqueuse, elle traverse le cristallin, elle traverse l'humeur vitrée, et elle arrive enfin sur le fond de l'œil. Donc la lumière va jusqu'au fond de l'œil. Et sur le fond de l'œil, il y a une espèce d'écran qui s'appelle la rétine. Et c'est sur cette rétine que l'image va se former, à l'envers d'ailleurs, et ça va se transformer en petits messages nerveux qui vont être transmis par le nerf optique tout simplement jusqu'au cerveau. Et le cerveau va interpréter ce qu'il reçoit et va remettre l'image à l'endroit d'ailleurs, hein, puisque la rétine reçoit l'image à l'envers. Alors pour la petite information, vous voyez que tous les milieux qui sont traversés sont transparents bien sûr, hein, sinon il ne laisserait pas passer la lumière. Ensuite, on voit que ici vous avez un espace, hein, qu'on voit ici, à cet endroit-là. Donc cet espace entre deux morceaux là, alors ce morceau qui est là, en fait, à cet endroit-là, ici et là, ça s'appelle l'iris. Et c'est tout simplement la partie colorée de l'œil, hein, qui peut être marron, qui peut être bleu, qui peut être vert, etc. Donc ça fait le tour ici, et en fait vous avez un petit point noir au centre. Et bien ce petit point noir, c'est juste par ce petit orifice que la lumière va rentrer. Et ça s'appelle la pupille. Donc c'est juste par ce petit trou que la lumière va rentrer. C'est vraiment très petit. Alors d'ailleurs, pourquoi, petite anecdote sur les photos, des fois on a les yeux rouges? Tout simplement parce que normalement, l'iris va se régler, c'est une sorte de diaphragme, on va voir, qui va se régler avec l'intensité de la lumière. C'est-à-dire que si vous êtes ébloui, qu'il y a beaucoup de lumière, cet iris va se rétracter, va plutôt ici, va rendre le trou plus petit, pour tout simplement faire rentrer moins de lumière et que le cerveau puisse interpréter l'image qu'il a, hein, qu'il n'y ait pas trop de lumière qui éclaire la rétine. Et quand on fait une photo avec un flash, en fait, l'iris n'a pas le temps de faire cette mise au point, hein, ce petit réglage, et donc il y a beaucoup de lumière qui arrive d'un coup sur la rétine, et la rétine, en fait, elle est irriguée. Il y a des veines ici qui irriguent cette rétine, et dans ces veines, il y a du sang rouge qui traverse, et donc l'image que la lumière blanche arrive, enfin que l'image qu'on va obtenir, en fait, ça va repartir dans l'autre sens, voilà, et ça va être éclairé en rouge à cause du sang qui traverse toutes les petites veines qui sont sur la rétine. Donc c'est à cause de ça, c'est parce que on a le sang rouge tout simplement et on voit la rétine irriguée au fond de l'œil. Alors, chaque partie va avoir une petite fonction. En fait, nous, on va s'intéresser qu'à uniquement certaines parties. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire. En fait, nous, il n'y en a que 3 qui nous intéressent. Donc, la première partie, c'est l'iris. Donc, la partie colorée de l'œil. Donc, comme je l'ai dit, la pupille, c'est le trou, petit trou noir au centre de l'œil. C'est l'ouverture centrale de l'iris. Alors, elle se dilate, elle se contracte et elle permet de contrôler la quantité de lumière qui entre dans l'œil. On va voir qu'il y a une équivalence avec la photographie. On a imité en fait ce procédé. Alors ensuite, vous avez la rétine, qui est une sorte d'écran au fond de l'œil, hein, tapissé de petites cellules sensibles à la lumière sur laquelle se forment les images à l'envers. Et chaque cellule va réagir d'ailleurs à une longueur d'onde précise, hein, et va envoyer une information colorée au cerveau. Alors ensuite, vous avez la lentille qui va être jouée par le cristallin. Hein, le cristallin, vous voyez sa forme, il a des bords qui sont fins par rapport au centre, donc c'est une lentille convergente. Et c'est une lentille convergente réglable, parce qu'en fait, vous avez des muscles ici qui vont soit appuyer ou non dessus, et en l'appuyant, ça va l'épaissir. Et donc, ça va lui donner une capacité de zoom. Alors évidemment, ça demande un effort, puisqu'il y a des muscles ciliaires à l'intérieur de l'œil, donc on peut faire de la fatigue oculaire quand ces muscles sont un peu fatigués.
Donc ils vont avoir pour fonction de régler l'image, donc de dévier les rayons lumineux pour que l'image se forme sur la rétine. Parce qu'il y a un gros inconvénient dans l'œil par rapport au montage qu'on a fait, c'est que l'écran, c'est la rétine, et l'écran, on ne peut pas le bouger. Hein, on ne peut pas avoir un œil qui devienne plus grand, plus petit, ça ne va pas se régler. Donc, si ce n'est pas l'écran qu'on peut régler, bah, c'est la lentille. Donc, on va changer la distance focale du cristallin. Le corps va changer cette distance focale pour que l'image se forme bien sur la rétine et qu'on voit quelque chose de net. Alors, le modèle de l'œil réduit va reprendre ces trois choses qu'on a décrites, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, et nous, on va uniquement prendre les côtés optiques qui nous intéressent de cet œil. Donc, l'œil est un système optique complexe, hein, dont l'étude peut être grandement simplifiée en utilisant un modèle simple qui s'appelle le modèle de l'œil réduit. Alors, ce modèle permet de reproduire le fonctionnement de l'œil en remplaçant les éléments de l'œil réel par des instruments d'optique. Alors, si je prends l'iris, donc vous voyez l'iris avec les deux images ici, hein, c'est beaucoup utilisé dans la publicité, parce que quand on mange du bon chocolat, eh ben, on a une soi-disant l'iris qui va se dilater, ce qui est aussi le cas de certaines drogues, hein, qui agissent là-dessus. Donc, du coup, il faut que dans les publicités, sur les acteurs, on ait la pupille, l'iris qui soit dilaté, hein. Donc ça, c'est ce qui se produit en faible luminosité. Et sur les appareils photo, eh ben, vous avez l'équivalent qui permet de régler la lumière, qui va s'appeler le diaphragme. Donc nous, on peut utiliser un diaphragme qu'on représente en coupe, tout simplement comme ça, hein, un peu comme l'iris tout à l'heure. Donc son rôle, c'est de limiter la quantité de lumière rentrant dans l'œil. Alors ensuite, vous avez le cristallin, donc on l'a dit, c'est remplacé par une lentille convergente. Son rôle est de former une image nette. Et le dernier, c'est la rétine, qui est évidemment l'écran, et le but, c'est de recevoir l'image. Sachant que dans l'œil, la distance lentille-écran est fixe. Hein, ici, je ne peux pas écarter l'écran. Ça, c'est fixe. Alors voilà, petite remarque, l'image formée sur la rétine est renversée, comme on l'a vu. Donc, ça veut dire que l'information qui est envoyée au cerveau, tout ce que vous voyez, en fait, c'est à l'envers. Et c'est le cerveau qui va retourner l'image. Hein, et on ne s'en rend même pas compte, il le fait pour nous, il ne nous le dit pas, et il fait qu'on voit les images retourner. Voilà.